Bonjour, cette vidéo concerne le chapitre Les atouts de l'électricité en enseignement scientifique de classe de terminale. J'ai divisé cette vidéo en deux parties. Dans la première, tu vas découvrir quels sont les moyens de produire de l'électricité sans pour autant avoir recours à de la combustion. Et dans une seconde partie, je vais analyser avec toi le fonctionnement détaillé d'une centrale nucléaire qui est une des possibilités pour fabriquer de l'électricité sans avoir recours à de la combustion. Mais avant de commencer, voyons quel est le contexte de production d'électricité dans le monde, quelles sont les différentes ressources qui permettent de produire de l'électricité à l'échelle mondiale. Tu constates ici que l'électricité est produite à partir de plusieurs sortes d'énergie. On dit que ce sont des énergies primaires. Par exemple, à partir de l'énergie hydraulique, eh bien, on va faire 16% de la production mondiale d'électricité. Et tu vois que la part d'énergie électrique produite à partir de l'énergie primaire nucléaire, c'est 10%. Et on constate aussi que l'essentiel, la majorité de l'énergie électrique mondiale est produite à partir d'énergie dite thermique à flamme, c'est-à-dire en fait de combustion. Soit combustion du pétrole, soit combustion du gaz ou encore la combustion du charbon. Dans ces trois cas-là, que ce soit la combustion du gaz, du pétrole ou du charbon, eh bien, puisque les choses que l'on brûle pour faire de l'électricité contiennent du carbone, on va dégager du dioxyde de carbone. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose que l'on veut évidemment éviter de façon à ne pas accentuer encore plus le réchauffement climatique. On va voir maintenant quelles sont les trois méthodes qui permettent d'obtenir de l'énergie électrique sans combustion. Alors, quand on cherche au quotidien quelles sont les sources d'électricité qui ne nécessitent pas de combustion, eh bien, on pense aux piles. Les piles électrochimiques ou bien encore les batteries, par exemple celles qui alimentent nos téléphones portables, eh bien, ce sont des ressources d'électricité qui ne sont pas fondées sur la combustion, mais sur une énergie chimique. Et c'est cette énergie chimique qui est convertie en électricité. Donc, l'énergie chimique, c'est une méthode pour obtenir de l'électricité. Ça n'est pas la seule. On peut aussi obtenir de l'électricité en faisant la conversion de l'énergie mécanique en électricité. Par exemple, souviens-toi, lorsqu'on a discuté de la dynamo d'un vélo, eh bien, on a vu que le mouvement de la dynamo entraînait finalement un alternateur qui, lui, allait produire l'électricité qui alimente les ampoules du vélo. À plus grande échelle, on utilise aussi ce qu'on appelle des barrages hydroélectriques. Et dans ces barrages, on va libérer de l'eau qui va être mise en mouvement, donc énergie mécanique. Ce mouvement de l'eau va permettre de mettre en rotation via une turbine finalement l'axe d'un alternateur, et l'alternateur va produire de l'électricité qui, après être passé dans un transformateur, va être distribué sur les lignes électriques habituelles. Encore plus simple, récupérer l'énergie mécanique du vent et la convertir en électricité. Ça se fait grâce à une éolienne. Grâce au vent, on va mettre en mouvement les pales de l'éolienne qui vont se mettre à tourner. Mais ces pales d'éolienne, elles tournent autour d'un axe qui est solidaire, encore une fois, d'un alternateur. Et donc l'alternateur va nous permettre cette conversion énergie mécanique en énergie électrique. Finalement, l'alternateur, c'est vraiment l'objet clé pour convertir de l'énergie mécanique en électricité. On n'a pas autre chose, hein. Alors, des fois, cette énergie mécanique, on va aller non pas la chercher directement, comme c'est le cas avec le courant d'eau ou le mouvement du vent, mais on va l'obtenir en deux temps. C'est-à-dire, on va dire qu'on obtient de l'énergie mécanique de manière indirecte. Exemple. Eh bien, l'exemple de choix, c'est la centrale nucléaire.
Dans une centrale nucléaire, il n'y a pas d'énergie mécanique, et pourtant, ici, il y a un alternateur qui va être mis en mouvement et qui va produire de l'électricité. Alors, comment ça se passe? Eh bien, tout au début, ici, il y a de l'énergie thermique qui est ensuite convertie en énergie mécanique, et enfin, l'alternateur fait la conversion énergie mécanique, électricité. Ça, je vais te le détailler dans la deuxième partie de la vidéo. Autre possibilité, plus rare, mais intéressante, c'est ce qu'on appelle les centrales solaires thermiques. Qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, on récupère l'énergie du soleil, on la concentre dans une espèce de four où on va avoir une élévation importante de température, et puis là, on a une espèce de machine à vapeur qui va à son tour entraîner à la fin, mettre en mouvement un alternateur et produire de l'électricité. Alors attention, ne confonds pas les panneaux que tu vois ici avec des panneaux photovoltaïques, ça n'a rien à voir. Ces panneaux sont plutôt des miroirs qui vont réfléchir la lumière du soleil et la concentrer à cet endroit-là. La géothermie. Là aussi, on utilise évidemment l'énergie thermique du sol, la chaleur du sol, que l'on récupère, et puis qui va nous permettre de convertir cette chaleur en mouvement, un peu à la manière de la centrale nucléaire, c'est pour ça que je ne détaille pas trop. Et puis à la fin, vous avez un alternateur pour faire l'ultime conversion énergie mécanique, énergie électrique. Donc ce que tu dois retenir là-dessus, c'est que l'énergie thermique, une fois convertie en énergie mécanique, eh bien, va permettre de produire de l'électricité sans combustion. Donc, énergie chimique, énergie mécanique obtenue directement ou indirectement, tout ça, ce sont deux méthodes qui permettent d'obtenir de l'énergie électrique sans combustion. Il y a une troisième méthode qu'on a déjà vue, c'est le panneau photovoltaïque qui va transformer l'énergie lumineuse en électricité, et ça grâce aux matériaux utilisés dans le panneau photovoltaïque. Encore une fois, pas de combustion nécessaire dans le cas du panneau photovoltaïque, donc pas de dégagement de CO2 lors de la production de l'électricité. C'est un avantage, mais en analysant les différentes solutions, eh bien, tu constateras que chaque solution a ses avantages, mais aussi ses inconvénients. Il n'y a pas de solution absolument idéale. Nous allons maintenant étudier en détail le fonctionnement d'une centrale nucléaire. Alors, évidemment, une centrale nucléaire, à l'évidence, ça a un gros avantage, c'est que ça produit de l'électricité sans émettre de dioxyde de carbone. Mais en même temps, on a de gros inconvénients, notamment la production de déchets dont le retraitement est limité, et bien souvent ça conduit à stocker des déchets radioactifs. Bon, de plus, l'histoire a montré que l'industrie nucléaire est quand même dangereuse. Il y a eu 2 incidents nucléaires qui ont marqué l'histoire, Fukushima récemment, et puis il y a un peu plus longtemps, Tchernobyl. Donc évidemment, la sécurité, c'est un point crucial des installations de centrales nucléaires. Alors comment fait une centrale pour produire de l'électricité? Eh bien, je te propose de suivre le combustible nucléaire. Attention, ici on parle de combustible alors qu'il n'y a pas de combustion, hein. C'est simplement le nom que l'on donne au minerai qui va subir cette transformation nucléaire. Alors ce combustible, eh bien, au début, il se trouve localisé dans ce qu'on appelle la cuve du réacteur. Donc à cet endroit-là, on va avoir le combustible, et c'est à cet endroit-là, au cœur du noyau du réacteur, qu'a lieu cette fameuse réaction nucléaire. Donc réaction nucléaire qui va transformer le combustible et surtout dégager énormément de chaleur. Et cette chaleur, elle est récupérée à l'aide d'un fluide qui est en circuit fermé ici, tu vois. Et ce fluide est extrêmement chaud
puisque en fait, il y a à peu près dans ce circuit primaire une température de 320 degrés Celsius à une pression de 155 bars. Donc en fait, le fluide en question, c'est en général de l'eau. Donc le réacteur qui dégage de la chaleur, cette chaleur est faite pour chauffer de l'eau à 320 degrés et à 155 bars. Donc tu sais que l'eau, ça bout à 100 degrés, mais ça c'est lorsque la pression vaut 1 bar. Lorsque la pression est énorme, comme ça, de 155 bars, l'eau continue à être liquide à 320 degrés. Et donc elle porte énormément d'énergie thermique. Alors avec un système d'échangeur, c'est-à-dire que on va mettre la canalisation d'eau chaude du circuit primaire en contact avec une autre canalisation d'eau pour chauffer un circuit secondaire d'eau. Alors ne crois pas qu'il y a échange d'eau, hein. C'est parfaitement hermétique, c'est simplement que par contact, les deux parois échangent de l'énergie thermique. Donc le circuit primaire, dont les parois sont chaudes, va chauffer les parois du circuit secondaire, et ainsi l'eau de ce circuit secondaire. Et dans ce circuit secondaire, en fait, on a ce qu'on appelle une machine à vapeur, c'est-à-dire qu'on va chauffer de l'eau et elle va se vaporiser, elle va se transformer en vapeur. Cette vapeur très chaude est donc mise en mouvement. Et là, tu vois qu'on a récupéré de l'énergie mécanique, puisque je te parle de mise en mouvement d'eau à l'état gazeux. Et ce mouvement de vapeur va permettre la rotation d'une turbine, un petit peu comme dans le cas de l'éolienne, le vent mettait en rotation les pales de l'éolienne. Et bien là, c'est la vapeur d'eau qui met en rotation les pales de la turbine. Et cette turbine, son axe est solidaire de l'alternateur de la centrale. Et c'est le moment clé où l'énergie mécanique est transformée en électricité. Une fois qu'elle est passée dans la turbine, cette vapeur, elle va un peu moins vite. Et puis surtout, on va la recondenser pour faire à nouveau de l'eau liquide. D'accord? De l'eau liquide est plus froide que ce qu'on avait au début de ce circuit. Comment on fait ça? Eh bien, on amène en fait à l'aide d'un troisième circuit. En fait, on va refroidir notre vapeur d'eau, et donc de la vapeur qui refroidit, eh bien, ça lui permet de se changer en liquide. Et ce liquide froid, à nouveau, va être réchauffé par le circuit primaire. Et on a un cycle, en fait, qui fonctionne comme ça, sans arrêt, et qui permet de produire de l'électricité de manière constante. Le circuit de refroidissement est aussi fermé. Au passage, peut-être si tu es déjà passé près d'une centrale nucléaire, tu sais qu'il y a en général un espèce de brouillard là au-dessus de ce qu'on appelle malheureusement le réacteur, mais ça c'est pas du tout le réacteur, hein. C'est ce qu'on appelle l'aéro-réfrigérant. Là en fait ce que tu vois qui sort de cette grosse bouche là, c'est de la vapeur d'eau, hein. Et donc ça c'est la partie réfrigérante de notre centrale nucléaire. Bon, tu viens de voir que dans une centrale nucléaire, il y a 3 circuits. Un circuit primaire avec la réaction nucléaire dans lequel on chauffe de l'eau à très forte température et forte pression. Puis un circuit secondaire dans lequel on a de l'eau qui passe à l'état de vapeur et qui entraîne une turbine, laquelle entraîne à nouveau un alternateur qui produit de l'électricité. Et enfin un troisième circuit qu'on appelle un circuit de refroidissement. Ce circuit, il permet de refroidir le circuit secondaire. Et il faut que je te signale aussi que parfois, il y a des modèles de centrales nucléaires où ce circuit secondaire est en fait constitué d'eau qui provient d'un fleuve ou d'une autre grande quantité d'eau. Des fois, c'est la mer, hein. Alors, sur ce schéma, tu constates qu'on n'a pas le fameux aéro-réfrigérant là, mais que on va aller chercher de l'eau froide directement dans le fleuve de manière à refroidir notre circuit secondaire. Mais ça veut dire que cette eau froide, une fois
qu'elle aura refroidi le circuit secondaire, elle se sera réchauffée un petit peu. Et donc, on va rejeter dans le fleuve la même eau, mais un petit peu plus chaude. Alors, un petit peu plus chaude, ça veut dire combien? Eh bien, en fait, on rejette de l'eau qui est 4 voire 5 degrés plus chaude que celle qu'on a prélevée dans le fleuve. N'oublie pas non plus que les 3 circuits dont je t'ai parlé, primaire, secondaire et le circuit de refroidissement, sont 3 circuits parfaitement fermés et ils échangent de la chaleur, mais ils n'échangent pas d'eau entre eux. Dans cette vidéo, tu as vu qu'il y avait plusieurs manières d'obtenir de l'électricité sans pour autant avoir recours à de la combustion. Par exemple, en utilisant l'énergie solaire avec les panneaux photovoltaïques, l'énergie chimique pour les batteries et les piles, ou encore l'énergie mécanique, et même l'énergie thermique qui, sans pour autant avoir recours à la combustion, peut ensuite être convertie en énergie mécanique et enfin convertie en électricité. Ensuite, je t'ai montré le fonctionnement général d'une centrale nucléaire. Tu as vu notamment qu'il y a 3 circuits indépendants. Un circuit primaire où il y a la réaction nucléaire, une très forte température du circuit d'eau et grande pression. Un circuit secondaire dans lequel va circuler de la vapeur d'eau à grande vitesse. Et cette vapeur d'eau va entraîner une turbine qui, à son tour, entraîne un alternateur qui produit l'électricité. Il y a un 3e circuit, c'est le circuit de refroidissement qui permet en fait d'avoir un cycle qui va venir refroidir la vapeur et cette vapeur, une fois refroidie, est transformée en liquide et à nouveau réchauffée par le circuit primaire. Voilà, il nous reste maintenant à discuter de la quantité d'énergie que produisent ces centrales nucléaires, quel est leur rendement, est-ce que c'est efficace de produire de l'électricité avec des centrales nucléaires, et puis aussi à comparer avec les autres moyens qui sont nombreux pour fabriquer de l'électricité et de discuter des rendements des différentes solutions. Ça, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. À bientôt.